Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et je voudrais, avant de donner la parole à Pierre et à notre invité, de présenter notre invité, dire un petit mot sur un de nos collaborateurs du Journal des économistes qui nous a quittés. C'est Georges Hollande, qui est mort il y a quelques jours. Je voulais, à cette occasion, lui rendre un hommage. Il était maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine. Et Georges nous avait éclairé de son savoir important, surtout sur les questions, d'ailleurs, de sécurité sociale. Alors, mon invité, notre invité, Pierre. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, notre invité est Héloïse Benhamou. Bonjour Héloïse. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci de m'avoir invité. Et puis, c'est même pas la première fois que vous venez dans Politique et Économie. Vous étiez notre invité pour ce monument qu'est la kleptocratie française, paru aux éditions du Jardin des Livres. Et je dirais que, eu égard à la question que nous allons traiter aujourd'hui, à savoir les fameuses retraites qui sont dans l'actualité, eh bien, vous avez été prophète. Vous avez été prophète puisque votre livre est sorti en 2016 et que vous consacrez les deux dernières parties, et principalement la dernière et la quatrième, à l'expiation collective de la dette au profit de la finance, de la dette de la sécurité sociale. Et l'objet de notre réflexion aujourd'hui, en votre compagnie, c'est pas de parler de l'ensemble de la réforme des retraites, ce serait un sujet, Pierre, qui nous tiendrait en plusieurs heures. Il s'agit de comprendre le problème des financements. Parce que c'est votre compétence, vous êtes comptable, vous avez enquêté pour la kleptocratie sur ces questions, et donc nous allons essayer de comprendre s'il y a déficit, s'il n'y a pas déficit. Nous allons essayer de savoir s'il y a des régimes qui sont excédentaires, et s'il y en a d'autres qui sont déficitaires, bref. Je laisserai à Pierre le soin de poser la première question. Héloïse Benhamou, bonjour. Donc, Olivier vient de le dire, la réforme des retraites bat son plein, mais au-delà de l'aspect du déficit, pour vous, Héloïse Benhamou, en matière sociale, toutes ces dernières années, la politique, ça n'a été qu'une énorme arnaque, la politique sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette arnaque a commencé et en fait, comment elle s'organise ? Oui, ce que j'ai essayé de traiter dans le livre Kleptocratie française, c'est avant tout un problème qui n'est jamais abordé, c'est-à-dire la financiarisation du système de sécurité sociale en France. C'est un sujet qui est presque tabou, totalement ignoré, personne n'en parle véritablement. On voit que là, il y a beaucoup de débats qui ont lieu sur la réforme des retraites, mais alors absolument jamais on parle des marchés, de la bourse, des intérêts, des banques qui gèrent la dette de la sécurité sociale, etc. Alors, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Surtout au moment où vous avez écrit le livre. Cependant, dans l'actualité, il y a un petit événement minuscule en soi. La Légion d'honneur attribuée à M. Cirelli, qui est le patron de BlackRock France. Et là, on sent bien que la finance pointe le bout de son nez. Oui. Mais vous avez été encore une fois prophète. Alors, ce que j'ai expliqué, en tout cas dans l'enquête que j'ai menée pour écrire Kleptocratie française, c'est que à partir de 1996 déjà, la caisse d'amortissement de la dette sociale qui a été mise en place par Alain Juppé, la CADES, a fait rentrer les marchés dans la finance internationale sur le marché de la sécurité sociale française. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de grandes grèves qui ont eu lieu en 1995 lorsqu'Alain Juppé a voulu mettre en place des réformes, notamment pour supprimer les régimes spéciaux. Donc c'est une réforme qui est dans les tiroirs depuis plus de 20 ans. Et suite aux grèves qui ont eu lieu déjà à l'époque, qui ont mobilisé je crois que c'était 2 millions de personnes déjà à l'époque, Alain Juppé a reculé, mais comme il fallait quand même, parce qu'on est face à des contraintes budgétaires, puisqu'il y a des régimes qui sont déficitaires, pour trouver de l'argent facilement, il s'est retourné vers les marchés internationaux de capitaux. C'est ainsi que finalement, la finance internationale a mis un petit peu la main sur la sécurité sociale. En 1996, suite à cela, la caisse d'amortissement de la dette sociale a été créée. Et son fonctionnement est très simple. Il permet pour la sécurité sociale d'aller sur les marchés financiers pour se financer. En échange de quoi, l'État doit créer de nouvelles cotisations sociales ou alors enlever des anciennes, augmenter d'anciennes charges sociales. Autrement dit, donc, on a recours
aux financements internationaux Oui. et on augmente la contrepartie finalement. C'est l'augmentation des cotisations pour les cochons de payants. Voilà. Hein. Voilà. Bon. Donc les cotisations sociales alimentent la finance internationale. Voilà. C'est quand même invraisemblable cette histoire. Vous disiez, Loïs Benhamou, que justement que cette réforme, elle est dans les tiroirs depuis plus de 20 ans. Quel est l'état d'esprit qui anime en fait cette réforme? Alors, il y a différents... En France, il y a plus de 40 régimes différents de sécurité sociale. Donc c'est difficile de parler juste de la sécurité sociale. L'éventail de difficultés rencontrées par les différents régimes est très différent. Lorsque j'étais venue déjà sur le plateau, on avait parlé du RSI, qui a rencontré de gros problèmes, surtout pour les assujettis, mais qui finalement était quand même excédentaire. Et les excédents du RSI, qui sont de 17 milliards d'euros, représentent une manne importante sur laquelle l'État voudrait mettre la main pour combler les régimes qui sont déficitaires, notamment le régime de base des salariés ou les régimes des fonctionnaires, que ce soit ou la SNCF, les policiers, la police nationale, etc. Oui, mais il y a deux problèmes. D'abord, ces 17 milliards appartiennent aux cotisants, Oui. les artisans Oui. et les commerçants. A priori, oui. Bon, d'une part. Et d'autre part, le RSI n'existe plus théoriquement. Alors, il a été basculé dans les URSSAF. Alors déjà, pour faire le point sur le RSI, l'argent du RSI a souvent servi à combler les dettes du régime général, puisque le régime était excédentaire. Et souvent, ils se sont servis dans les caisses du RSI pour combler les déficits du régime de base des salariés. Alors, troisième point scandaleux, si je puis dire, c'est que les bénéficiaires, entre guillemets, du RSI, les artisans, on en connaît il y en a beaucoup, plusieurs millions en France. Ils s'étonnent de la faiblesse des services qui leur sont rendus au titre de leur cotisation. La non-proportionnalité entre les cotisations et la couverture qu'ils obtiennent. C'est pour ça qu'il est excédentaire, peut-être. Ah, d'accord. Voilà l'origine de l'excédent. Non, en tout cas, c'est vrai que c'est certain que le RSI prend plus de la moitié des revenus d'un artisan, enfin d'un indépendant. Donc, ce sont des personnes qui travaillent des fois 6 à 7 jours sur 7, qui ne se mettent jamais en arrêt maladie, qui ne prennent pas de vacances. Donc, on parle d'égalité entre les différents régimes de retraite, mais il y a d'autres régimes de retraite dans lesquels ce n'est pas le cas. À charge de travail, par rapport à la charge de travail, les cotisations ne sont pas équivalentes. Donc, il y a différents régimes de sécurité sociale. Et on a vu que les avocats, qui ont aussi un régime de sécurité sociale qui est excédentaire, ont manifesté justement contre cette réforme, parce qu'ils ne veulent pas que tous les régimes fusionnent les uns avec les autres, et qu'on mette la main sur les excédents de certains régimes pour combler les régimes qui ne fonctionnent pas. Les médecins, les avocats, les notaires, les professions libérales, les experts comptables, qui est votre profession. Oui. Donc, ceux-là ont un régime excédentaire. Et l'État lorgne dessus. Tout à fait. Mais ce n'est pas la première fois qu'il lorgne sur les excédents. Il l'a déjà fait. Bon, vous l'avez dit pour le RSI, mais il l'a fait aussi en 1996. Il s'est emparé d'une partie des excédents qui existaient au titre de la CRDS. Alors la CRDS, elle a été créée justement non parce que le régime général était déficitaire et qu'il fallait trouver de l'argent rapidement. D'accord. Donc comme c'est difficile quand même de lever les charges sociales, on a vu que lorsque c'est arrivé l'année dernière, il y a eu des grandes manifestations qui se sont entamées en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, pour trouver de l'argent, beaucoup d'argent rapidement, il s'est tourné vers les marchés internationaux de capitaux. Mais en contrepartie, oui, il faut créer de nouvelles charges sociales. Les règles de la comptabilité les plus élémentaires, il faut un équivalent emploi-ressources. Oui, et puis il faut bien payer les intérêts de la dette aux gentilles personnes qui prêtent de l'argent. Et justement, ces charges sociales, vous le disiez, elles ont presque doublé en ces 30 dernières années. Oui, ça a été considérable, la manière dont on a inventé de nouvelles charges sociales ou de nouvelles taxes. Et puis ça a été un emballement. De toute façon, c'est la contrepartie de l'emprunt du financement par la dette qui fait un effet boule de neige. Et puis il faut pouvoir lever des impôts, des taxes ou des charges sociales pour financer ces emprunts. Est-ce que, selon vous, Héloïse Benhamou, cette réforme des retraites que le gouvernement essaye de faire passer, elle est nécessaire ? Le Conseil d'orientation des retraites a estimé qu'elle ne l'était pas forcément. Alors il faudra certainement abandonner certains régimes de sécurité sociale. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, on ne peut pas considérer la sécurité sociale comme une seule entité qui fonctionne de manière harmonieuse.
Et c'est ça le problème finalement, c'est que compte tenu de toutes les disparités qu'il y a entre les régimes, même s'il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres comme ceux des fonctionnaires qui ne fonctionnent pas, puisque les cotisations par rapport aux prestations sont de 50%. Donc pour combler la différence, l'État doit apporter des subventions et on prend également de l'argent dans le régime général pour pouvoir payer tout ce système. Est-ce que donc on ne peut pas parler de solidarité ou d'égalité, c'est pas ce système-là qui fait qu'il y a de l'égalité entre les travailleurs en France, c'est pas vrai. Est-ce que cette complexité, elle est française ou est-ce qu'on la retrouve dans tous les autres pays des sociétés occidentales ? Et là, je pense que la sécurité sociale française n'a pas d'équivalent dans le monde. Et d'ailleurs, personne ne veut la copier. Voilà, c'est ça. C'est le meilleur système du monde, sauf que personne ne veut l'imiter. Oui, ça c'est connu. On n'arrête pas de nous dire que c'est un système qui est formidable parce qu'il repose sur la solidarité entre les générations. Oui. C'est un système par répartition qu'on prend à ceux qui travaillent pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Ah bah non, dans le cas de la CSG, on ne prend pas à ceux qui travaillent pour donner à ceux qui... Elle frappe tous les revenus. Voilà. Ça, oui, mais la CSG il y a de l'égalité. Particulièrement accentuée sur les retraités quand même. Les retraités qui ont été trahis par Emmanuel Macron finalement parce qu'ils ont massivement voté pour son élection et puis après ils ont vu leurs revenus amputés suite à l'augmentation de la CSG. Oui, oui mais la liste des gens trahis par M. Macron elle est très très longue. Il faut suivre les cortèges. Peut-être également sur le déficit des retraites. Jacques Sapir estime qu'il est très largement artificiel, ce déficit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme je dis, on ne peut pas considérer la sécurité sociale comme ça. Je dis oui, il y a des régimes qui sont excédentaires, mais on ne vit pas encore une économie communiste où l'argent des uns appartient à tout le monde. Donc il y a des excédents, oui, certainement qu'il y a des systèmes qui fonctionnent bien, mais il y en a qui ne fonctionnent pas. Oui, et donc c'est ça qu'il faut essayer de corriger. Il pense à une péréquation en quelque sorte. Je ne sonne pas les esprits, mais je ne sais pas ce qu'il pense, je veux dire. Mais... le problème, c'est que si Jacques Sapir dit que le déficit n'est pas un problème, malgré tout, il faut considérer le fait que, pour l'instant, il faut le financer sur les marchés internationaux. Et ça, c'est une réalité. Oui. Vous dites même à un moment que la sécurité sociale est le premier système de placement au monde, compte tenu du volume considérable. L'un des premiers organismes de placement financier. Les montants de la sécurité sociale en France sont colossaux. Même le régime général qui concerne principalement les salariés du privé collecte 500 milliards d'euros chaque année. C'est ça, c'est plus que le budget de l'État. C'est plus que le budget de l'État, c'est à peu près un quart de la dette publique. Et ça, c'est vraiment totalement contraire à l'esprit de service public, le fait qu'on aille placer de l'argent comme ça sur les marchés financiers. Alors déjà au niveau, on va dire comptable, au niveau de la gestion, c'est vrai que normalement l'État n'est pas autorisé à faire des emprunts pour financer des dépenses qui ne seraient pas des dépenses d'investissement. Donc c'est évidemment, la sécurité sociale, ce n'est pas une dépense d'investissement. Oui, c'est une dépense de fonctionnement. Oui, voilà. Puis il n'y a pas de retour sur investissement à attendre sur de la sécurité sociale. Il y a un retour sur investissement humain, mais enfin... Oui, et encore... Du point de vue du droit, en fait, comment ça se fait que l'État prend le droit de placer de l'argent comme ça sur les marchés ? Ça a été décidé en 1996. C'est une décision de M. Juppé. Voilà, et puis je pense qu'après, le rapport de force s'est inversé aussi entre la finance internationale qui a de plus en plus pris le contrôle sur les finances publiques et finalement a inversé le rapport de force entre l'État et les citoyens, se servant de l'État ou des représentants de l'État. Oui. Pour retourner contre eux le monopole de la contrainte légitime de l'État. Retourner contre eux le monopole qu'avait l'État pour la sécurité sociale. Autrement dit, nous avons tous les inconvénients. Pour beaucoup d'autres choses aussi, parce que ça concerne d'autres... Donc nous avons tous les inconvénients d'un système bureaucratique et contraignant et tous les inconvénients d'un système financier offshore. Voilà. Ce qui est quand même un exploit. Oui, non, tout à fait. Et c'est difficile de faire aussi comprendre ça aux gens qui ont souvent une vision dichotomique de l'économie, avec d'un côté, soit on est capitaliste, soit on est socialiste. C'est un système qui fonctionne, qui profite aussi bien, par exemple, aux fonctionnaires, qui s'accrochent sur ceux qui sont dans... C'est pas les financiers qui sont dans la rue pour défendre ce système-là. Ce sont souvent des fonctionnaires qui ont bloqué, par exemple, avec les grèves, le métro à Paris ou les trains dans toute la France. Et en même temps, ça profite avant tout à la finance internationale. D'accord. Eh bien, nous allons faire une pause après ces considérations. Et nous n'avons pas fini d'explorer ce sujet qui est très riche, si on peut dire.